Dans l'actualité ce soir, les états-majors de la nouvelle équipe d'Abiré 2 au Burkina Faso s'installent progressivement. Ce matin, une dizaine de ministres ont pris fonction en promettant de faire plus et mieux pour l'atteinte des objectifs du programme présidentiel. Images et ambiance à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, le retour sur ces opérations risquées qui amènent à ouvrir l'une des cavités cardiaques du patient, la chirurgie cardiaque au cœur ouvert, qui se mène en ce moment à travers une campagne à l'hôpital de Tengango. Une de nos équipes était en immersion à Tengango. Elle a passé une journée avec les médecins français et burkinabés à la manœuvre de ces opérations. Qu'est-ce qu'elle a pu voir? Elle nous raconte dans cette édition. Et dans cette édition, la Chine a fait état ce jeudi de son premier décès dû au Covid-19 depuis 10 mois au moins, au moment où une équipe d'experts de l'OMS arrivait dans le pays pour enquêter sur les origines du coronavirus, ce qui installe le doute dans le pays. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, direction Kosiam, où le président du Faso échange avec la directrice du Fonds Global Education Cannot Wait, Yasmine Chérif, est allée réaffirmer au chef de l'État burkinabé l'engagement de sa structure aux côtés du Burkina Faso pour l'accès à l'éducation pour tous. Éducation Cannot Wait va conduire un programme d'éducation pluriannuel pour assurer l'accès à l'éducation à de milliers d'enfants touchés par la double crise humanitaire et sécuritaire. Explication, Ali Doubadini, Christine Koulibaly. It's not a privilege, it is a right. L'éducation n'est pas un privilège, elle est un droit. Une phrase qui traduit tout le sens de l'engagement du Fonds Education Cannot Wait aux côtés des autorités burkinabées. Au président du Faso, Yasmine Chérif et sa délégation ont réaffirmé cet engagement à faire de ce droit une réalité malgré les réalités imposées par l'insécurité et le Covid-19. The insecurity and the violence that directly voyons la souffrance des enfants due aux attaques perpétuelles des terroristes. Nous sommes là pour soutenir le Burkina Faso et le reste du monde également doit soutenir le Burkina Faso dans ces moments difficiles pour que les enfants puissent retourner à l'école. L'éducation, comme on le dit, ne peut pas attendre. Et c'est ça notre organisation. Nous sommes là pour mobiliser nos partenaires tels que l'UNICEF, Enfants du Monde, etc., pour qu'ils viennent en aide au Burkina Faso, ainsi que tous les autres pays qui ne sont pas, dont l'impact du Covid n'est pas aussi fort sur le plan économique, pour qu'ils se mettent debout et viennent également en aide au Burkina Faso. En attendant que cet appel ait un écho favorable, Education Cannot Wait a mobilisé 11 millions de dollars américains dans le cadre du programme pluriannuel de résilience au Burkina Faso. Un programme lancé cet après-midi même à Ouagadougou. Je le disais en titre, 96 heures après leur nomination, 4 ministres du gouvernement d'Abiré 2 viennent de prendre fonction ce matin. Il s'agit du ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, et de 2 ministres chargés des affaires étrangères et des Burkinabés de l'étranger. Pour ces membres du gouvernement, il n'y a pas de temps à perdre, le travail doit être la priorité. Ernest Kambiré, Roger Kam. Palais de Kosiam peu avant 9h ce matin. Zéphirin Diabré, ministre d'État auprès du président du Faso, prend fonction. C'est une nouvelle page de la carrière politique qui s'ouvre pour l'ex-chef de file de l'opposition politique burkinabé. En charge désormais de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, il est ici installé dans ses fonctions par le secrétaire général du gouvernement. Contexte sociopolitique oblige, le ministre d'État Zéphirin Diabré sait qu'il est l'un des ministres les plus attendus par les Burkinabés de tous bords. Vous, les hommes de médias et quelques commentateurs très avisés, ont tendance à ramener la question de la réconciliation nationale sur le terrain uniquement politique. Comme s'il s'agissait de faire en sorte que des leaders ou factions politiques qui s'étaient attendus avant-hier, se sont querellés hier et veulent s'entendre aujourd'hui, puissent se retrouver dans une sorte de partage du banquet national. Aidez-nous
à mettre dans la tête des Burkinabés que même s'il y a une dimension éminemment politique, parce que notre pays a connu des épisodes de vie politique qui ont créé des situations qui appellent aussi à la réconciliation, de grâce, aidez-nous à convaincre les Burkinabés que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agira pas de faire des arrangements entre nous. Il s'agit au contraire de nous atteler à regarder comment notre pays, du fond de sa société, a évolué et quelles sont les déchirures qui sont apparues et qui nécessitent qu'on se remette ensemble. Et vous les connaissez parce que vous les vivez. Nous avons, par exemple, plus d'1 million de Burkinabés qui sont déplacés, qui ont peut-être le sentiment, souffrant dans les cas, pendant que les autres mènent une vie paisible et même à la limite insouciante, qu'eux ne sont plus des Burkinabés comme les autres. C'est un problème de réconciliation nationale. On a des groupes, alors j'utilise le mot ethnique, mais au sens noble du terme, qui, à la faveur de la crise sécuritaire, pour des raisons allant dans un sens ou dans l'autre, ont parfois le sentiment qu'ils sont stigmatisés, rejetés. C'est une question de réconciliation nationale. On a dans notre société des pratiques ou des phénomènes, je prends par exemple la question des femmes accusées de sorcellerie que l'on met en exil dans notre propre pays, qui ne sont plus membres de la société. C'est une question de réconciliation nationale. On a des conflits qui touchent à ce que nous avions d'essentiel, qui est notre tradition et notre coutume. Quand, par exemple, autour de la chefferie coutumière, qui est le pilier et le socle de notre existence en tant que Burkinabé, on a aujourd'hui des déchirures qui se répercutent forcément dans les vivre ensemble. Ce sont des questions de réconciliation nationale. Autre ministre d'État qui entre aussi en fonction, Clément Pegwende Sawadogo, porté à la tête du département de l'administration territoriale et de la décentralisation, il signe ainsi un comeback, un retour dans ce ministère qu'il a autrefois dirigé. Il remplace Siméon Sawadogo qui, lui, va à l'environnement et déjà ses priorités sont affichées. Ce qu'on pourrait appeler urgence d'entre les urgences, c'est à mon avis d'engager rapidement le travail qu'il faut faire en amont pour la réussite des élections municipales, parce que ces élections devraient se tenir, s'il n'y a pas de changement, dans les mois d'avril et mai, ce qui suppose qu'un certain nombre de prérequis au niveau même du gouvernement puissent être réunis, gérés, pour que ce processus se déroule de manière normale. Je voudrais aussi ajouter qu'il y a des urgences en rapport avec le découpage du territoire, parce que dans le programme du chef de l'État, le président qui vient d'être réélu, il y a un certain nombre d'engagements à mettre en œuvre, et dehors même de ces engagements, il y avait la nécessité de travailler à davantage rationaliser le découpage administratif de notre pays. Il y a également des questions qui ont trait à la poursuite du dialogue politique. Ce dialogue qui a permis d'organiser les élections passées de manière sereine, apaisée. Reconduit au ministère des Affaires étrangères et de la coopération avec des prérogatives plus élargies du fait de la fusion de 2 départements ministériels, Alpha Bari, le patron de la diplomatie burkinabé, désormais en charge des affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, est ici installé par Stéphane Sanou, le secrétaire général du gouvernement, pour davantage faire rayonner l'image du Burkina à l'international. Une double installation ici au ministère des Affaires étrangères, puisqu'aussitôt entré en fonction, Alpha Bari a procédé à son tour à l'installation de Maxime Koné en sa qualité de ministre délégué en charge de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Je sais qu'il y a un certain nombre déjà de dossiers qui frappent à nos portes. Comme vous l'avez dit, la question de la stratégie de la gestion de la diaspora, ou encore le décret sur le Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur, les 120 Burkinabés qui sont actuellement bloqués en Libye, et les questions des raquettes, l'enquête sur les raquettes et les tracasseries policières. Voici autant de dossiers sur lesquels nous allons travailler avec beaucoup d'engagement auprès de vous pour atteindre les résultats. Alors que toutes ces personnalités, ces grandes figures de la scène politique nationale entrent officiellement en fonction, le secrétaire général du gouvernement a tenu à remettre devant nos caméras
des formulaires de déclaration d'intérêt et de patrimoine, comme quoi la culture de la bonne gouvernance doit guider au quotidien leurs actions et devoirs envers la nation burkinabé. Dans le 20h également, l'installation du professeur Charles Maï Ouedraogo comme ministre de la Santé, Victoria Ouedraogo comme ministre de la Justice et Ouseni Tamboura, nouveau ministre de la Communication chargé des relations avec le Parlement burkinabé, mais aussi porte-parole du gouvernement, et enfin du Ousmane Nakro, nouveau ministre en charge de l'eau, tous installés donc ce matin. Ils ont tous assuré de leur engagement à travailler pour l'intérêt commun. Le point de ces installations avec Césaire Carfo, Souleymane Sanou, Maxime Zongo et Draman Guéné. Victoria Ouedraogo Kiboura remplace deux ministres. René Bagoro de la Justice, garde des Sceaux, et Maminata Ouattara des Droits humains et de la promotion civique. C'est un ministère reconstitué qui présente beaucoup de défis à la magistrate de formation. C'était un ministère Droits humains et Justice qui a connu une scission et qui s'est divisé en deux ministères et qui s'est refusionné et qui s'est divisé et aujourd'hui qui se refusionne. Donc je sais également quelle est l'ampleur de la tâche parce qu'en plus du volet justice s'ajoute à le volet droits humains. Donc j'ai bon espoir que mes collaborateurs, les autres acteurs donc, de la justice m'offriront cette opportunité d'échange et de chercher ensemble des solutions aux difficultés. Au ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, c'est le même scénario. Remi Danguinou passe le témoin au député Ouseni Tamboura après 5 ans passés à la tête du ministère. Les dossiers de la Société burkinabé de télédiffusion SBT, de la télévision numérique de terre TNT, du statut de la RTV et des éditions Chidoya sont des motifs de satisfaction du ministre sortant. Le nouveau ministre veut consolider les acquis et se projeter vers une communication pour le développement. La communication, les médias ne peuvent pas ignorer cet impératif de conduire le pays vers le développement économique. J'ai rappelé aussi que notre pays a subi, ou on lui a imposé du terrorisme depuis 5 ans, et qui a sécrété des conséquences désastreuses sur le plan humanitaire. Il suffit ici de penser aux personnes déplacées internes. Il suffit aussi de penser à la question de la cohésion sociale, puisque c'est une des conséquences. Le département de la communication ou le monde de la communication des médias ne peut pas ignorer aussi cet impératif de faire face et de relever ces défis-là. Le président du Faso avait insisté lors de notre première réunion sur ce qu'il attendait de ses ministres du gouvernement, des questions d'exemplarité, de l'efficacité, donc des résultats, de l'honnêteté et aussi de l'humilité, parce que pour lui, un ministre est un serviteur des populations, c'est un serviteur de l'État. Donc je ne saurais sortir de ce chantier. La santé aussi a un nouveau patron. Charles Maï Ouedraogo prend service en remplacement de Claudine Lougué. Le professeur en gynécologie s'inscrit dans la logique de la continuité. La santé est en passe de devenir l'une des priorités parmi les priorités. La COVID-19 est venue nous révéler cela. Si parmi les indicateurs de développement, il y a à citer, les indicateurs de santé en font partie. Et si ensemble, nous arrivons à améliorer ces indicateurs, nous pouvons espérer ce qu'on appelle le Burkina émergent. Au ministère de l'eau et de l'assainissement, Ousmane Nakro s'installe à la place de Nouga Ambroise Ouedraogo. Le tout nouveau ministre dit mesurer la responsabilité et entend tout de suite s'attaquer aux grands défis du moment. Ce sont l'approvisionnement en eau potable des grandes villes comme Ouaga et Bobo pendant la zone chaude. Nous avons effectivement, avec l'Office national de l'assainissement et de l'eau, des remous au niveau des consommateurs qui se plaignent de la facturation. Et nous avons surtout des grands chantiers et dans le domaine des AEPS, dans le domaine des aménagements et dans le domaine du développement tout court. Après 5 années passées à la tête du ministère de l'eau et de l'assainissement, Nouga Ambroise Ouedraogo dit être animé du sentiment d'un devoir bien accompli. Il se réjouit d'avoir fait progresser de 5% les grands chantiers du ministère, malgré le contexte difficile.
Sitôt installé, le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Zéphirin Diabré, s'est rendu cet après-midi au siège du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés à Ouagadougou. Zéphirin Diabré donne ici le ton de son travail pour réconcilier les Burkinabés. Boukari Ouedraogo. À peine installé, le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale joue la montre. Il faut comprendre les problèmes et le plus vite, d'où cette visite aux membres du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Un tête-à-tête de près de 2 heures, loin des caméras, pour évoquer les questions qui affectent la cohésion sociale. C'est un travail titanesque et nous ne doutons pas de ses compétences intrinsèques et nous ne doutons pas de l'effort des enfants du Burkina pour accompagner et unir la nation et aller vers une république véritable où la négation de l'autre n'aura pas sa place. Pour le ministre d'État, la question de la réconciliation nationale ne doit pas être vue uniquement sous l'angle politique, d'où la nécessité de ratisser l'âge afin de réussir sa mission. La question de la stigmatisation ou des discriminations sont des paramètres qui sont très dangereux et qui agissent contre la cohésion sociale. Je voudrais remercier les responsables donc, du collectif pour leur accueil, pour l'ensemble des informations qu'il leur a plu de me donner, pour le partage de leur vision et surtout pour ce que j'ai pu comprendre, leur engagement et leur disponibilité à appuyer et accompagner donc cette action-là. La démarche en tout cas reste singulière pour les premières heures de sa prise de fonction officielle, un ministre qui rejoint les acteurs. Le temps est donné et dans les jours à venir, d'autres structures verront passer le ministre d'État pour prêcher le bon vivre ensemble. Objectif, consolider le tissu social. Hier, on vous l'évoquait, le décès de l'ambassadeur du Tchad au Burkina Faso. Après le décès de la diplomate, une délégation conduite par la secrétaire d'État aux affaires étrangères du Tchad a été reçue cet après-midi par le Premier ministre. La délégation se veut reconnaissante au peuple burkinabé et à ses autorités pour la compassion et l'accompagnement à l'occasion de la douloureuse épreuve. Le corps de la défunte vient d'être rapatrié dans son pays d'origine cet après-midi même, nous dit ici Sébastien Zongo. La secrétaire d'État aux affaires étrangères de la République du Tchad et sa délégation, reçue par le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré. Evelyne Fakir est venue exprimer les remerciements du président, du gouvernement et du peuple tchadien au Burkina Faso pour l'accompagnement pendant la maladie et la compassion depuis le décès le 7 janvier de l'ambassadrice Elisabeth Ndilgem Kadé. Avant le rapatriement de la dépouille, parents, amis, connaissances, ressortissants tchadiens et membres du corps diplomatique rendent un dernier hommage à la défunte. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du corps diplomatique accrédité au Burkina Faso et en mon nom personnel, réitérer nos sincères condoléances et assurer au gouvernement tchadien et aux membres de la famille éplorée nos sentiments de sympathie et de solidarité fraternelle. Puisse Dieu Tout-Puissant accueillir la défunte en son vaste paradis et la couvrir de son infinie miséricorde. Pour les services qu'elle a rendus au Burkina Faso, notamment pour sa contribution au renforcement de la coopération entre les deux pays, l'ambassadrice Elisabeth Ndilgem Kadé est faite officier de l'ordre des étalons. Vous avez tout notre soutien, notre compassion, la compassion du chef de l'État, le président Roch-Marc Christian Kaboré, compassion du Premier ministre qui s'est rendu à l'ambassade pour présenter les condoléances, et puis de l'ensemble du personnel du ministère des Affaires étrangères, de la coopération de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur qui travaillaient, j'allais dire, presque au quotidien avec Mme Kadé. Elisabeth Ndilgem Kadé quitte à jamais la terre des hommes intègres ce jeudi 14 janvier, une terre sur laquelle elle avait présenté ses lettres de créance le vendredi 16 novembre 2018.
L'actualité à la une ce soir, c'est également cette campagne. Depuis quelques jours, on ne parle que de ça dans le milieu hospitalier au Burkina Faso. La campagne d'opération à cœur ouvert sur des enfants et adolescents au centre hospitalier universitaire de Tengango. Une campagne qui permet de soulager les patients obligés à une autre époque d'être évacués à l'étranger parce que le plateau technique étant insuffisant. Une de nos équipes était en immersion à Tengango. Elle a passé une journée avec les médecins français et burkinabés à la manœuvre de ces opérations. Beaucoup d'enfants ont pu être opérés avec succès malgré la délicatesse de l'opération. Et le reportage ici est signé Adama Guiti et Vincent Tiendrebego. C'est un jour qui ne sera pas du tout repos pour ces professionnels de la santé humaine. L'équipe médicale doit faire une chirurgie cardiaque sur un garçon de 9 ans. Il s'agissait d'un garçon de 9 ans qui souffrait d'une communication interauriculaire qui est en réalité un trou anormal qui se situe au niveau du voile qui sépare les deux oreillettes. Donc faisant que le sang quittait l'oreillette gauche où la pression est plus élevée vers l'oreillette droite pour inonder tout le système droit et bien sûr les poumons. C'est pourquoi l'enfant a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des symptômes respiratoires. Il s'agit d'une chirurgie à cœur ouvert. Il faut ouvrir le thorax, puis ouvrir le cœur. Lorsque vous ouvrez le cœur, étant donné que c'est une pompe, si vous n'arrêtez pas le cœur et que vous ne permettez pas au sang de passer à travers une machine pour continuer à irriguer les tissus, le patient ne peut pas survivre. Donc c'est pour ça que la chirurgie à cœur ouvert est plus complexe que la chirurgie à cœur fermé. Les chirurgiens suspendent alors momentanément l'activité du cœur et le remplacent par un artificiel qui maintient le patient en vie pendant que le cœur du garçon subit une réparation de son anomalie. L'opération est délicate, une question de vie ou de mort. Ces opérations sont difficiles, elles sont risquées, elles sont dangereuses, mais au final, elles se passent bien. Et ça demande de la précision, de la confiance et de la patience, car elle peut prendre toute une journée. Il y a des cas où on peut aller à 12 heures, voire 24 heures. Quand on a ouvert, on a trouvé une autre malformation associée qui était passée inaperçue, qui est celle d'une persistance du canal artériel. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a eu plus de saignements que d'habitude. Sur cette mission, on ne dira pas des complications, mais des cas difficiles. Le premier cas s'est passé très bien, il n'y a eu aucun problème. Mais le second cas, le cas d'hier et celui d'aujourd'hui, étaient des cas difficiles. Et n'eût été la technicité, la dextérité, l'expérience du professeur Babatasi, il allait y avoir des difficultés. En tout cas, jusque-là, ça va. C'est une équipe conjointe qui réalise l'opération, composée de Français et de Burkinabés. Les Burkinabés profitent surtout de l'expertise de leurs homologues français, conduits par Dr Chesson, président de la chaîne de l'espoir qui est à l'initiative de cette mission médicale au Burkina Faso. Nous avons pu former toute une équipe, parce que ce qu'il faut dire aussi qui est particulier, c'est que nous voulions qu'il soit ouvert dans notre hôpital un service de chirurgie cardiaque. Nous ne voulions pas que ce soit seulement des missions qui se passent où des gens viennent et ils s'en vont et après il n'y a plus rien. Donc aujourd'hui c'est réalisé. Nous avons pu ouvrir un service de chirurgie cardiaque avec un chirurgien cardiaque déjà formé. L'équipe locale me paraît extrêmement compétente. Je suis très optimiste sur leur capacité à progresser et à bientôt opérer seuls. Et nous viendrons les accompagner d'abord par amitié, parce que maintenant ce sont des amis, et on viendra pour les cas les plus difficiles. Toutes les conditions sont alors presque réunies pour que le CHU de Tengango dispose prochainement d'une équipe capable de réaliser des chirurgies à cœur ouvert de façon autonome. Mais il reste encore des efforts à fournir. Ce soir à l'émission Santé Mag, Maïmouna Dao vous retrouve avec ses invités pour évoquer donc ces opérations à cœur ouvert, opérations délicates mais profondément importantes pour
pour redonner l'espoir aux familles. Santé Mag, c'est à partir de 21h, juste après ce journal donc. Soyez donc à l'écoute sur la RTB. Autre actualité dans ce 20h, nutrition en situation d'urgence, acquis et défis, c'est autour de la thématique que le Conseil national de concertation en nutrition tient sa 15e session ce jeudi 14 janvier à Ouagadougou. C'est un cadre de réflexion pour les acteurs qui feront le bilan des actions menées, mais aussi définir ensemble les perspectives. Amadou Marcelto. Amélioration de l'état nutritionnel de la population, notamment des femmes et des enfants, le Conseil national de concertation en nutrition entend jouer sa partition. D'où cette session de travail pour davantage démontrer le rôle déterminant de la nutrition dans un contexte sécuritaire et sanitaire difficile. Ce cadre nous permet de pouvoir échanger avec l'ensemble des acteurs qui sont membres de ce cadre pour faire en sorte que nos actions concertées multisectorielles puissent réduire l'impact de la situation sanitaire, mais également la situation sécuritaire qui a entraîné beaucoup de déplacements internes sur l'état nutritionnel des femmes et des enfants. Donc c'est une occasion pour nous, avec l'ensemble des partenaires, mais également les acteurs qui interviennent dans le domaine de la nutrition, de réfléchir et de voir comment nous allons pouvoir relever ces défis qui se présentent à nous actuellement. Cependant, de nombreuses actions ont été entreprises avec pour objectif final la réduction de la malnutrition sous toutes ses formes. Le gouvernement a adopté en juin 2020 la politique nationale de sécurité nutritionnelle, qui est une politique qui permet une approche multisectorielle pour adresser les problèmes de la malnutrition, en commençant par les problèmes profonds et en allant vers les problèmes directs qui sont la sécurité alimentaire, les maladies et les pratiques de soins. L'UNICEF accompagne le ministère de la Santé et les autres ministères pour pouvoir adresser tous ces problèmes en essayant d'apporter une approche plus ouverte. Mieux encore, plusieurs perspectives sont établies pour réduire de 40% la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans. Le Lalenaba Tigré, champion en nutrition, fait la promotion de la culture sous serre. Il s'agit pour ce promoteur agricole de susciter l'engouement autour de cette pratique agricole. Ce 13 janvier, il était face à la presse pour expliquer davantage sa démarche. Ahadi Sandamba. C'est une conférence publique sur la production agricole sous serre. Initiée par le Lalenaba Tigré, cette rencontre se veut un cadre d'échange entre les pionniers de la technologie et les jeunes entrepreneurs agricoles burkinabés. Objectif, vulgariser cette façon de faire dans un contexte de changement climatique en vue d'une adoption à grande échelle de la culture sous serre. Avec cette agriculture du futur, c'est la chance donnée à nous en Afrique de pouvoir lever définitivement notre faim et nourrir même les autres continents. Entre projection de films documentaires, historiques et avantages de la technologie, réponse aux différentes préoccupations, Sidibé Amadou Diko tente de convaincre les indécis à adopter la production agricole sous serre. C'est un véritable cri de cœur qu'on leur lance pour qu'ils viennent s'investir dans l'agriculture, parce que nous demeurons convaincus que par l'agriculture, ces jeunes-là peuvent s'enrichir rapidement. On peut résoudre les problèmes d'emploi. Présent à cette conférence, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement félicite l'initiative. Aujourd'hui, ce qui nous a été donné d'entendre et de voir force l'admiration. Cela constitue un exemple de technique qui peut contribuer à faire atteindre l'autosuffisance alimentaire. Architecte de profession, Sidibé Amadou Diko est l'un des pionniers ouest-africains à essayer la production agricole hors sol depuis une décennie. Aujourd'hui, il est le plus grand producteur agricole sous serre de la sous-région. Afin donc de profiter convenablement de son expertise, le Lalenaba promet d'envoyer les jours à venir 13 jeunes des 13 régions du pays auprès de Sidibé Amadou Diko pour un stage pratique.
Un mot de sport dans ce journal. Les étalons cadets du Burkina donc se préparent pour affronter les cadets nigérians en demi-finale du tournoi UEFA B U17. Ils ont eu une dernière séance d'entraînement cet après-midi sur le terrain d'Agaza de Lomé. Les cadets burkinabés jouent demain donc face aux cadets nigérians à 16h temps universel au stade de Kégué. Des précisions sur ce match avec Salif Pelem et Abdoulaye Kabouré, nos envoyés spéciaux à Lomé. L'on met les bouchées doubles pour faire bonne figure face aux cadets nigérians. Les étalons cadets de Burkina sont conscients d'une chose. Une victoire sur le Nigeria ce vendredi, en demi-finale de la Coupe UEFA, les qualifie pour la CAN U17 au Maroc. Les exercices auxquels ils sont soumis sont effectués avec munitions. La demi-finale contre le Nigeria, on l'a bien préparé. Surtout qu'on a eu beaucoup de temps de récupération, vu que le match contre le Togo n'a pas eu lieu à cause de la disqualification. Donc on est prêt pour le match. On a regardé un peu les deux matchs des Nigérians. Ils ne sont pas faciles à bouger, c'est une équipe vraiment volontaire, physique, qui presse aussi bien. Donc nous, on a juste essayé de construire d'un côté et essayer de renverser le jeu de l'autre pour accélérer et attaquer de ce côté. Le maître à penser de l'équipe Eric Zié Ouattara se veut serein. Bon, les enfants, ça va, le moral est haut. Nous avons travaillé sur les vidéos, sur le plan technique, tactique, mental. Et je pense que physiquement, ils vont répondre. Mais tout le peuple doit savoir que c'est une finale pour nous. Nous ne parlons pas de demi-finale parce qu'une victoire nous qualifierait déjà. Et donc, nous sommes maintenant dans la gestion de l'émotion par rapport à l'événement. Étalon cadet de Burkina, Aiglon cadet du Nigeria, c'est à 16h TU au stade de Kégué. Et puis pour refermer cette édition, en Chine, le pays enregistre son premier cas de mort du Covid-19 depuis 10 mois et le nombre de cas positifs se multiplie, ce qui laisse installer le doute. Regardez. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé sont bien arrivés à Wuhan en Chine pour enquêter sur les origines du coronavirus apparu ici il y a un peu plus d'un an. Cette équipe de l'OMS, composée de 10 scientifiques de différentes nationalités, a immédiatement été placée à l'isolement pour 2 semaines. Les experts vont commencer leur enquête au moment où Pékin vient d'annoncer pour la première fois depuis 8 mois la mort d'un malade du Covid-19. Officiellement, le dernier décès enregistré sur le sol chinois date de mai 2019 et le bilan ne se montrait qu'à 4635 morts, alors que partout ailleurs sur la planète, les décomptes morbides explosent. Ces derniers jours, la Chine avait annoncé l'apparition de plusieurs foyers de contamination. 81 cas positifs ont été enregistrés dans le Hebei, l'immense province qui entoure la capitale. Dans une autre province, la ville de Suwa et ses 5 millions d'habitants ont été placés en quarantaine lundi. Les habitants doivent rester chez eux, les transports publics ont été suspendus. Les mesures sont drastiques et pour cause, cette recrudescence des cas de Covid-19 inquiète le pouvoir à l'approche du Nouvel An chinois qui tombe cette année le 12 février et donne lieu à des centaines de millions de déplacements de travailleurs migrants rentrant dans leur famille. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.